Avec l'arrivée des nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence dans la bêta d'iOS 18.2, la pomme peut-elle rattraper ChatGPT et Gemini de Google? On décortique les avancées de chacun et les différences clés. Apple prend-elle un risque en pariant sur l'IA en local, garantissant la confidentialité de vos données tout en construisant une infrastructure cloud basée sur l'efficience énergétique propre à Apple Silicon? Analyse stratégique, démonstration des avancées vocales de ChatGPT. Bref, Apple joue-t-elle une carte gagnante dans la course à l'IA? Débat. Le Mac. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'On refait le Mac. Cette semaine, on va parler de l'intelligence artificielle et du retard d'Apple alors que Google, Microsoft et OpenAI avancent vite dans ce domaine où se positionne Apple. Nous allons passer en revue leurs avancées récentes, comprendre pourquoi ils sont en retrait et voir si ces stratégies pourraient être un atout. Voilà. Et puis, on reviendra la semaine prochaine sur toutes les annonces matérielles qu'il y a eu cette semaine. La grande nouveauté aussi, cette semaine chez Apple, c'est l'arrivée d'iOS 18.1. Nous, on se projette déjà à iOS 18.2 parce qu'elle est déjà dans la bêta et vous allez voir qu'elle apporte beaucoup de nouvelles fonctionnalités en matière d'Apple Intelligence. Pour nous en parler, autour de moi, encore plus polarisant que le polyvinyl alcool iodé, c'est pas moi qui ai écrit, mais c'est pas grave. Alors, pour la première fois, cette émission a été, on a été jusqu'au bout, l'émission a été écrite presque intégralement, on l'a un peu guidé quand même, par ChatGPT. Notre boom bastique, Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Il t'aime bien ChatGPT? Bastique. Ouais, boom bastique. Bastique, il y a un jeu de mots avec Bastia. C'est certainement Bastia. Ouais, Bastia. On parlera de Bastia tout à l'heure, vous allez voir avec ChatGPT. Comment il s'appelle? Shaggy. Ouais. Également avec nous, un spécialiste et grand utilisateur des outils d'IA, plus sage encore que Confucius et Socrate est réunis. T'es sûr que c'est de l'IA, ça? Stéphane Zibi. Bonjour tonton Stéphane. Je pense que c'est l'IA de Christophe Degraff. Ah ouais, ça, parce que là, quand même, je le trouve très, très... Voilà, j'ai beaucoup d'estime pour l'IA, mais... Tu es innocent. Voilà. Non, effectivement, les intros sont de moi cette fois-ci. Ouais. Ah bon, bah, merci, Sur place Christophe. également, même ChatGPT n'arrive pas à trouver l'adjectif qui soit à la hauteur de l'exceptionnel, l'unique Christophe Degraff, bien sûr, d'Underside. Bonjour Christophe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui. Parce que moi, après les premiers essais là, d'Apple Silicon, sans vouloir spoiler, mais D'Apple Silicon. d'Apple, pardon, Intelligence, je suis pas. C'est je une suis pas au bêta, top. c'est une bêta, mais on Ouais. va essayer de faire le point ensemble et de savoir où on va, sachant qu'effectivement, une des infos qui a été donnée cette semaine par les équipes d'Apple lors des petites vidéos qu'ils ont diffusées autour d'Apple Intelligence, c'est que une version française d'Apple Intelligence devrait arriver au printemps, en avril. Est-ce que c'est juste une version francophone et c'est ouvert au marché français? On en parle. C'est en Europe, c'est en Europe. Tu sais ce qu'on dit, hein? Non. Après avril, ne te découvre pas d'un fil. Oui, et en mai, s'il te plaît. Un salut particulier juin. aux membres du club ERLM, c'est notre version premium. Merci de soutenir ERLM et ses équipes contre un abonnement. En contrepartie, vous pouvez regarder les enregistrements des émissions en direct sur YouTube, poser des questions et assister aux enregistrements dans nos studios pour ceux qui souhaitent rejoindre le club. Toutes les infos sont sur notre chaîne YouTube ou encore en scannant ce magnifique QR code. Un mot également au sujet de notre sponsor, c'est dur à dire, NordVPN, qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net, aussi bien sur votre Mac, iPhone, iPad, Apple TV et même le Vision Pro. En plus, vous pouvez accéder à des contenus vidéo non disponibles en France, sur Netflix par exemple. On vous dira tout dans un instant, notamment tonton Zibi. L'actualité de la semaine, on l'a dit, c'est l'arrivée de nouveaux Mac. On en a longuement parlé, on y reviendra donc la semaine prochaine lorsqu'ils seront disponibles. L'autre fait majeur, on l'a dit, c'est l'arrivée d'iOS 18.1 et l'arrivée d'Apple Intelligence officiellement dans le monde, sauf en France. Nous, on va se tourner plutôt vers 18.2 qui est déjà arrivé en bêta. Est-ce qu'Apple, dans cette 18.2, a comblé son retard face à la concurrence? C'est l'objet de notre sondage de la semaine. Selon vous, les avancées d'Apple Intelligence dans la dernière bêta développeur, avec Genmoji, intégration de ChatGPT, Visual Intelligence, on va rappeler tout ça ce que c'est, vont-elles permettre de réduire l'écart avec la concurrence? Et vous êtes 46% à répondre oui, et une majorité à répondre non, 54%. Vous êtes très partagés, à l'image de Jean-Marc Ouvry qui s'étonne, s'offusque. Quel écart, quelle concurrence? Il est d'accord avec moi. C'est Laurent. Autre réaction de Invest Krigraph, non, ce n'est pas le but d'Apple qui semble vouloir l'utiliser à des fins uniquement productives, ce qu'elle fait depuis des années avec ses fonctions qu'on ne voit pas, genre dans Rappel ou autre Spotlight. Apple s'adresse plus aux pros qu'aux geeks purs, et tant mieux. Il a raison.
Tu peux développer ? Non, il a raison. Bon, d'accord. Bonjour l'équipe, dit François SLN. Cela ne réduira sûrement pas l'écart, mais ne le comblera un tout petit peu. En tant que fervent utilisateur d'iOS, cela sera bienvenu si Siri progresse. Enfin, on fait le point. Quoi de neuf dans Apple Intelligence ? C'est dans ce prochain chapitre. On vous le disait en préambule, gros plan sur les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence dans la bêta iOS 18.2 qui est ouverte uniquement aux développeurs. Alors, il y a une palanquée de, on va dire à la marseillaise, une palanquée de nouveautés qui a été déjà présentée en septembre dernier et en juin et annoncée par Apple. Une nouveauté, c'est une fonction qui permet de générer des images, Laurent ou Christophe. Je peux juste faire un petit préambule parce que je l'ai même mis dans le déroulé. Oui. Dès que vous faites la mise à jour de 18.1 à 18.2, moi sur un iPhone 15 Pro, je précise, pas sur un 16 ni un 15 Pro Max ou quoi que ce soit, il a chauffé, mais comme j'ai jamais eu, c'est comme si je l'avais mis à part. Tu n'as pas lu la réponse de Christophe Degraff. Je te donne une info. Ah oui. Apple te met un message en te disant, quand tu fais la mise à jour, il te dit attention, il faut télécharger le modèle. Donc il y a dans une des fenêtres, il y a un truc qui te dit attention, on va télécharger. Et donc tu comprends que derrière, trop vite. De quoi au moment où tu actives ou tu changes de version, si tu vas dans le menu Apple Intelligence, dans les paramètres, c'est moi qui l'ai. Il te dit, c'est moi qui l'ai. Il te dit qu'en fait, il y a besoin de télécharger les modèles. Oui, les modèles. Et c'est à ce moment-là que tu as une action. Voilà. Donc il chauffe. Bon, l'iPhone 15, on sait qu'il chauffe, l'iPhone 15 Pro. Ah ouais, mais là, il est... Oui, il chauffe. Et c'est vrai que Stéphane a raison dans le sens où, effectivement, quand on passe à la 18.2, effectivement, tu vois que quelque chose s'est passé au niveau du smartphone. Moi, j'ai plus l'impression, tu vois, que, comme le disait Laurent, il y a du téléchargement de modèles, par exemple, pour l'intelligence artificielle. Il y a aussi une partie de réindexation basée sur de l'intelligence artificielle dans Apple Mail et dans les photos. Et donc, forcément, ça prend du temps au processeur et tu es obligé de passer par là, quoi. Un gros travail d'indexation des photos, notamment. Mais encore une fois, c'est une bêta, donc on ne va pas critiquer Apple sur une bêta. Très fort. Hein. Ouais, mais ça me brûlait. L'iPhone 15 a un défaut chronique de chauffe. Je ne pense pas que ça soit propre à iOS. Mais c'est une bêta. On ne peut pas critiquer une bêta. Non, mais ça va se passer en moment d'ordre. Je préviens. Non, mais justement, je pense qu'ils doivent en tenir compte parce que je préfère qu'une indexation soit lente plutôt que trop rapide, sinon ça fait ça. Donc, Alors, une des premières fonctionnalités sur lesquelles Apple a beaucoup insisté, c'est Playground Images. Encore une fois, pour les abonnés du Club RLM, n'hésitez pas à réagir. Laurent est là pour récolter vos questions sur le chat de YouTube. Alors, Playground Images, ça sert à quoi ? Alors, déjà, comment l'avoir ? Donc, on va partir du principe que tu as Apple Intelligence, que tu l'as déjà activé. Donc, il y a tout un processus pour l'activer. Et il y a un nouveau bouton qui apparaît et qui s'appelle Image Creation. D'accord. Pour l'instant, la version est anglaise. Et en fait, tu fais une demande. Et tu fais une demande pour avoir accès à cette fonctionnalité. Et quand elle sera activée, ils te disent que tu vas être notifié. Donc, entre le moment où on tourne cet épisode et le moment où il sortira, en fin de semaine, il y a un bruit qui circule sur le net qu'il pourrait ouvrir les vannes dans la semaine. Donc, on ne sait pas trop. Il se pourrait qu'au moment où les gens nous écoutent, cette fonctionnalité soit déjà activée. D'accord. Cette fonctionnalité te permet, par exemple, quand tu es dans un message, dans un message, tu peux cliquer, tu peux créer ce qu'ils appellent des Genmoji. Alors, je ne sais pas comment ça a été traduit en français, mais tu peux dire je veux un emoji, c'est ça et ça. Ouais, mais là, c'est pas les Genmoji. Là, on parle de Playground Image. C'est une chose différente. C'est pour générer des visuels, c'est voilà. Mais soyons précis sur Playground Image. C'est pour créer une image. Donc, il y a une icône qui s'appelle Playground qui apparaît sur votre écran. Vous faites donc la demande d'accès à la bêta. Ouais. Donc, parce que normalement, comme on va l'expliquer peut-être un petit peu plus tard, mais ça prend beaucoup de ressources. Et comme on sait que le taux d'adoption chez Apple est quand même très fort et que ça fait des grands pics, donc pour une fois, et il faut le dire, ça arrive rarement, je crois que ça n'a jamais arrivé dans l'histoire des mises à jour d'Apple, vous devez avoir accès à cette fonctionnalité. Vous cliquez, vous demandez les accès, et une fois que vous avez ça, vous pouvez générer des visuels, donc à partir de descriptions, comme vous faites à la main, ou soit à la main, soit à travers un texte quelconque, comme ça. Prompt. Un prompt. Par exemple, je sais que ça pourrait être très utile pour les visuels
pour les affiches de YouTube, que ce soit pour On refait la F1 ou pour On refait le Mac. Voilà. Donc ça le fait de façon un peu cartoon. Oui. Pour éviter les droits, pour les problèmes de droits. On ne cherche pas à imiter quoi que ce soit, c'est vraiment pour dire c'est l'image créée. C'est ça. Donc dans tout ce que Apple a mis en place autour de l'intelligence artificielle pour la génération, par exemple, d'images, mais c'est sans doute aussi le cas pour pas mal d'autres axes comme la génération de texte, il se base sur des modèles qui eux-mêmes viennent, donc des modèles d'intelligence artificielle, je vais y arriver, qui eux-mêmes sont basés sur des données qui sont libres de droit ou qui ont été achetées. Donc c'est vraiment l'objectif de Apple, c'est de se dire, moi je fais pas comme OpenAI, je fais pas le sauvage, je vais pas pomper le web et prendre tout ce qui passe pour ensuite générer de l'image, etc. Donc c'est vraiment un petit peu la démarche de Apple. Qui a du positif dans le sens où effectivement pour la partie propriété intellectuelle c'est plutôt pas mal et c'est respectueux des artistes, mais de l'autre côté on a une autre problématique qui est que, et ça on pourra en parler au fur et à mesure de l'émission, mais que effectivement c'est comme si tu avais un certain recul par rapport aux technologies déjà existantes au travers d'OpenAI par exemple, parce que eux ont une base de connaissances qui est tellement vaste. Ok, tu voulais dire quelque chose, Stéphane ? En fait, je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit parce que les solutions de génération d'images, dont certaines existent depuis plusieurs années, comme DALL-E d'OpenAI ou Midjourney ou Runway pour les vidéos, c'est pas un problème de droit en fait tout ça, c'est juste pour éviter, c'est le droit à l'image. Si par exemple toi tu parles de Verstappen, etc. C'est pour éviter que tu le mettes dans des C'est faire croire que cette image est vraie. Là, tu parles de la propriété intellectuelle sur ce qui est généré. Voilà. Mais ça, c'est pas la même chose. Donc, ce dont moi je parlais, c'est qu'est-ce qui a aidé l'intelligence artificielle à générer l'image. Oui. Donc, c'est de qui je me suis inspiré. Si, par exemple, toi, Stéphane, tu es un artiste que j'admire et que j'essaie de te copier sans avoir ton aval. Avec son style. Ouais, avec son style à lui, en fait, qui est unique et que je me fais connaître plus. Il faudra avoir un avocat, on fera peut-être une émission spécialement pour ça, mais en gros, mais quand on dit, par exemple, je veux voir Olivier Frigara, un portrait d'Olivier Frigara fait par Van Gogh, c'est possible. Oui, tout à fait. Et a priori, c'est libre de droit. Libre de droit. Voilà, mais est-ce que les héritiers de Van Gogh pourraient, si on fait une exploitation commerciale ou publicitaire, je pense que là, il faudra quelque chose. Quand c'est que pour nous, récréatifs. Alors, je vais vous donner un exemple de ce que nous, on a pu faire avec ChatGPT dans l'idée, justement, de créer une affiche pour... on aurait pu la partager, envoyer des SMS pour déconner ensemble, mais on a fait juste un simple prompt, regardez sur mon téléphone. Voici le script Alors, j'ai envoyé à ChatGPT le script de l'émission de la semaine dont on refait la F1, qu'on a tourné lundi. Allez la voir, elle est passionnante sur le Grand Prix du Mexique. Et à partir du ChatGPT, du script, je lui ai demandé est-ce que tu peux, et du titre, me générer une image. Et regardez ce qu'il m'a fait comme image. Boum. C'est quand même pas mal. Franchement, il m'a mis une Ferrari, il m'a mis le titre. Alors, il m'a essayé de me faire un effet un peu cartoon. C'est pas très cartoon, c'est plus ça fait plus penser à Michel Vaillant. C'est dessiné. C'est une réalité dessinée. C'est presque de la BD belge. Voilà, mais c'est très bien la BD belge. Alors je lui ai demandé, c'est pas mal, mais le gars il ressemble pas. Alors déjà l'image elle est en 4/3. Tu pourrais pas me la faire en 16:9. Il me l'a refait en 16:9. Et là c'est assez bluffant. Regardez ce qu'il fait, c'est waouh. Et puis derrière on a demandé. Il te l'a refait, mais ce ne sont pas les mêmes personnages. Donc il n'y a pas de contexte en fait. Non, vraiment. c'est vrai. Et ensuite on lui a dit mais bon, tu pourrais pas me le faire un peu plus cartoonesque et puis qui ressemble un petit peu plus à Carlos Sainz. Alors je lui ai mis la photo Carlos Sainz et voilà ce qu'il m'a sorti, regardez. Et là il m'a fait carrément une version cartoon et là il ressemble un petit peu plus. Voilà, c'est un peu l'idée dans cette fonction de Playground d'image, Laurent, de retrouver cette faculté de créer rapidement des images simples et effectivement qui ne nécessitent pas des droits. Tu parlais de Genmoji, là c'est une autre fonction. Là l'idée c'est quoi ? C'est vraiment des avatars 3D. Oui, en fait, c'est la capacité de dire je veux un emoji qui allie cette chose-là et cette chose-là. Donc en fait, tu vas être capable de créer une image en disant je veux une licorne sur un autre emoji. Donc tu vas pouvoir générer un nombre infini
d'emoji comme on les utilise aujourd'hui. Donc auparavant, il fallait dans les listes. Et je pense que c'est la mort. Je pense que c'est la mort entre guillemets de l'emoji parce que du coup, tu passes tellement de temps aujourd'hui à chercher l'emoji. Moi, il y en a plein que je trouve pas. À chaque fois, je vais sur des sites en disant je veux représenter ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour représenter ça? Là, tu vas plus du tout te poser la question. Tu vas juste dire je veux un emoji. Génère-moi un emoji comme ça et bam, tu vas avoir l'emoji qui va être généré quoi. Toi, ce qui t'a vraiment impressionné? Juste, oui, cette fonctionnalité a quand même un énorme défaut. C'est qu'on pourra demander d'avoir des pizzas à l'ananas. On va en parler tout à l'heure. En emoji? Pour de bon? Ouais, En emoji ou en vrai? on verra ça tout à l'heure. Je savais pas. Une fonction qui t'a vraiment bluffé, toi, Christophe, et qui... J'y ai arrivé. Et qui oh là là et qui est vraiment différenciante de ce qu'on peut trouver sur ChatGPT, c'est l'Image Wand. Qu'est-ce que c'est Donc, c'est cette fameuse baguette magique, tu vois, dont tu vas pouvoir disposer dans certaines applications. Non, je ne vois pas. Et tu vas pouvoir... je ne sais pas, Laurent, toi, tu avais un peu de visuel pour dire ce que c'était que Magic Wand. Non. Non, mais ça dit non. On va parler des coulisses de Il nous a fait un l'émission. truc un peu sympa en fait en coulisses. Alors c'est quoi? Effectivement, Magic Wand, pour être plus sérieux, c'est tout simplement tu es dans ton application, tu as un dessin qui est réalisé. Bon, ils prennent le dessin d'un immeuble par exemple. Tu tournes autour de l'immeuble, il va te générer une image, il va te composer une image et va venir te positionner autour de l'image les différentes thématiques qu'il a détecté au niveau de cette image et tu peux les retirer ou les approfondir. Et donc tu vas vraiment pouvoir générer de l'image à partir de ce genre de descriptif visuel par exemple. Alors, regarde cette réaction de Invest Krigraph sur Twitter. J'ai vaguement essayé la bêta d'iOS 18 sur mon ancien 15 Pro Max. Et la fonction de nettoyage photo, bof, trop lent, comme l'a dit Stéphane, c'était il y a quelques semaines déjà dans sa vidéo dédiée. Alors on parle d'iOS 18.1, nous on est passé déjà à la 18.2. La baguette magique dans Apple Note, Kezako, Laurent Christophe ou Laurent Stéphane? En fait, tu peux lui demander, donc il y a déjà beaucoup de fonctionnalités qui sont activées sur la partie notes, donc tu peux lui demander de résumer une partie du texte, tu peux lui demander d'étendre une partie du texte, tu peux lui demander de rephraser une partie du texte. Donc tu es en train de prendre, mais tu vas pouvoir le faire partout. Hein. Dès qu'il y aura du texte... Ça, c'est vachement utile aujourd'hui dans la rédaction mais par contre, ça, ChatGPT le fait par défaut. Oui, sauf que là, tu l'as directement dans l'app. Donc en fait, c'est ce qui va se passer. Tu vas pas faire des copier-coller. Ouais, ce qui va se passer. C'est l'accessibilité, oui. Mais oui, c'est pourquoi le... Je sens que rien dit. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que pourquoi, à un moment donné, ça va fonctionner, que finalement, l'IA d'Apple, vous êtes tous en train de dire qu'ils sont en retard. Je pense, oui, ils sont en retard. Est-ce que ça va changer la donne? Non, ça ne changera pas la donne. Parce que le grand public... Je ne donne pas la conclusion de l'émission maintenant. Non, je ne te donne pas la conclusion de l'émission. Je te dis juste que ma mère, elle n'est pas encore prête à utiliser l'IA, tu vois, donc temps que ma mère l'utilise... C'est intéressant, parce que quand tu parlais tout à l'heure de génération d'images... Mid-journée, là, au début, de faire un prompt dans Mid-journée, c'était quand même... c'est sûr, il fallait... Discord. Voilà. Non, c'est encore en alpha. L'enjeu, c'est de le rendre accessible. Et donc là, c'est réellement accessible. C'est-à-dire que tu es dans ta appli de saisie de notes, tu lui dis, tu as un bout de texte que tu viens de copier du net, tu dis, tiens, c'est un peu long, fais-moi juste un résumé de ce bout de texte. Dans ton appli, tu as le texte qui est résumé. C'est hyper pratique et ça marche super bien. Moi, tu vois, je suis en alpha sur Midjourney et j'ai une interface, on va dire normale, mais l'intégralité des gens, ils sont encore sur Discord parce que j'ai eu un accès. Sur Discord, c'est juste un peu. Enfin, c'est pour Monsieur et Madame Lambda, c'est quand même pas. Je pense que c'est pas possible. Non, mais les prompts sont les mêmes. Mais il y a tellement de lignes de commande, c'est vraiment que c'est fait par les ordinateurs. Alors, pendant que Stéphane prépare son Android parce qu'on va comparer une fonction, notamment la fonction de Google pour reconnaître les objets. Si tu veux lancer l'enregistrement de ton écran. Le clou de cette 18.2 est vraiment une fonction qu'on attendait depuis longtemps dans l'univers Apple. C'est justement une fonction de reconnaissance, une IA visuelle. C'est Visual Intelligence. Kezako, les amis. Alors, les mécréants, les méchants, ceux qui détestent Apple diront que c'est les Google Lens, c'est ce que faisait Google, la reconnaissance d'image Google. Qui est très pratique. Qui fonctionne très bien. Et heureusement que Google le fait, vu que c'est un moteur de recherche et qu'ils ont une base de photos. Ça arrive aujourd'hui sur Apple avec
un traitement à la Apple, c'est-à-dire un traitement un peu léché, un traitement un peu snob, un traitement un peu intellectuel. Tu vois, donc qu'est-ce qu'il est capable de reconnaître Il est capable de reconnaître toute une série d'objets, voire même un magasin, des affiches, et de te dire, tiens, ça c'est un spectacle, est-ce que tu veux que je te mette l'information dans ton calendrier? Tiens, ça c'est un restaurant, tu veux savoir les horaires d'ouverture, tu peux réserver le restaurant, ça c'est tel produit, tu peux le trouver sur tel site à tel endroit. C'est ça, c'est de la réalité augmentée, mais au travers de l'intelligence artificielle. Et ça, dans le monde Android, dans le monde Google, puisqu'on peut, même dans le monde iOS, puisqu'on peut avoir accès à Google Lens via l'application Google. Stéphane, donc là, tu as sorti ton Samsung. Fais-la plutôt en mode, si tu veux bien, parce qu'on ne pourra pas l'incruster si tu le fais autrement. Voilà. Est-ce que tu peux enregistrer ton écran et nous faire une démonstration de reconnaissance avec Google Lens, par exemple, de ce magnifique iPhone bleu qui sert à Laurent Le bleu est vraiment sublime, je te pour jure. ces tests. Je sais pas. Comme il est beau. Vas-y, prends ton temps. Je prends mon temps. Donc, que veux-tu que je fasse? Que tu utilises Google Lens, ça fait quoi? À Google Lens, d'accord. Et je lui demande qu'est-ce que c'est. Ouais. Voilà. Peux-tu me dire... Et tu le fais pas automatiquement. Non, parce que là, je me suis trompé, je suis allé sur Gemini, donc c'est... Alors, lance Google Lens, fais-le proprement. Ok, voilà. Ah, c'est Google, hein. Ah bah oui. Voilà. D'ailleurs, le téléphone il est plié en deux. Automatiquement, j'ai... Donc tu peux l'acheter, trouver l'endroit. Exactement, voilà. Donc en gros, il te donne une série d'informations sur qu'est-ce que c'est, où je peux l'acheter, ces informations. Ah, d'accord. Automatiquement. On avait déjà vu ces petites informations, j'étais surpris. Moi, je ne m'avais pas rendu compte que j'ai photographié quelques... Parce que je me mets un petit peu au jardinage, hein, c'est avec les années, tu sais, on se surprend à faire des activités un peu bizarres avec les années qui passent. Et j'ai photographié des plantes. Alors je sais qu'on peut photographier des plantes et on vous donne là. Mais là, je l'ai fait avec l'iPhone. Et dans photo, il me dit, il y a une fonction d'IA qui me dit déjà la nature. Donc c'était déjà intégré ce qu'on appelait l'IA cachée chez Apple. Hein. Exactement, avec toute cette fonctionnalité de recherche, c'est déjà ce que tu peux faire. Effectivement, tu recherches une Honda, par exemple, ou une Mercedes. Sur une voiture, ils vont le retrouver. Une Honda, d'accord. Une BMW comme BMW. Honda. Question Twitter, regardez, de Mano. Dire que Visual Intelligence nécessite un iPhone 16 ou 16 Pro pour pouvoir avoir le bouton capture dédié, savez-vous s'il y aura un moyen d'y pouvoir accéder depuis un iPhone 15 Pro? Je suppose que oui, depuis l'app appareil photo, mais avec Apple, on peut s'attendre à tout. On n'y a pas réussi encore, hein, Laurent. Non. On a tout essayé avec le bouton, on a installé, on a rien. Sur le 15 Pro. Hein. Sur le 15 Pro, et tu ne peux pas... Voilà. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut obligatoirement avoir le bouton? Là, pour l'instant, oui. Dans sa version bêta, son bouton ne peut pas y accéder. Apparemment, c'est le bouton qui déclenche ça. Ok. Est-ce que tu as des réactions sur YouTube des gens qui nous regardent? Tu peux couper ton enregistrement, Stéphane. Comme ça, on la récupère. Hein. Oui, je recommence Ah, tu recommences. Bon, fais tes tests pendant que tu y es. Donc ça, c'est Visual Intelligence. Encore une réaction de Mano. Regardez, j'ai lu un article sur Visual Intelligence et ça ne fonctionne pas du tout en local. Ça fait appel à ChatGPT, à Google, bouton Ask et Search, au contraire du petit i dans l'app photo pour identifier plantes et animaux. C'est ce dont on parlait à l'instant. Savez-vous si quelque chose fonctionne en local dans Visual Intelligence? À mon avis, ce n'est pas du local, ça semble assez logique, vu la base de données que ça nécessite. Oui, ça va plutôt être cette partie sur le cloud privé, tu vois. Donc, encore une fois, c'est 3 étapes différentes. Il y a un traitement local qui est dédié vraiment aux toutes petites tâches, en fait, et à l'indexation de ce que fait, par exemple, Apple Mail. Ensuite, il y a toute cette partie qui est quand même protégée par Apple, mais sur le cloud, où ça demande un petit peu plus des modèles un peu plus larges. Et donc, il y a de fortes chances, en fait, que par exemple, que pour des descriptifs autour des plantes, etc., en fait, ça soit fait là. Et puis après, il y a le passage de témoins à ChatGPT pour le moment. Et qui nous donne du coup la possibilité d'échanger avec ChatGPT tout simplement, quoi. Dans une version un peu différente par contre. Alors, je vais demander à mon ami Stéphane de me rentrer son code pour que je puisse faire la démo. Ouais, quand même. Bah oui. Une fonction importante et vraiment clé, et la fonction spectaculaire, la plus spectaculaire qu'il y a aujourd'hui dans ChatGPT, dans Apple Intelligence, Laurent, c'est l'arrivée d'une nouvelle version de Siri, un Siri plus réactif, un Siri plus intelligent, et qui est enfin arrivé dans 18.2, dans la bêta, qui n'était pas dans la version 1, qui est disponible pour monsieur et madame tout le monde, du moins si on est en un pays anglo-saxon. Hein. Tout à fait. Donc, plus riche, plus réactif aussi. Alors, sur les tests qu'on a fait, ça c'est pas forcément avéré, mais
a priori... On peut l'interrompre quand même, hein, on a été vraiment Oui, surpris. On peut l'interrompre. Il te lit un petit peu plus de choses. Avant, il te répondait tout le temps. Va sur ton ordinateur. Enfin, tu posais la question, par exemple, à HomePod, il te disait va sur le téléphone. Tu allais sur le téléphone, il te le lisait pas plus. Il t'ouvrait la page. Là, entre les deux, tu te rends compte qu'en fait, il a un petit peu plus de facilité. J'ai dit une bêtise. Siri était dans 18.1, mais ce qui n'était pas dans 18.1, c'est la connexion avec ChatGPT. Tout à fait. Et donc, ce week-end, moi, j'ai testé. J'ai posé la question. J'ai regardé un film avec mon fils et je voulais savoir combien durait le film. J'ai posé la question à Siri. Et Siri m'a dit, j'ai pas la réponse, mais je peux, si tu veux le faire via ChatGPT. Je lui ai dit oui, et il est allé me le chercher sur ChatGPT pour me dire que le film durait 106 minutes. Par contre, les interactions par la voix sont moins naturelles. Non, pas naturelles du tout, et surtout beaucoup moins belles. Et même moins belles que ChatGPT, que ce qu'on a la démo. Je recommande à tout le monde d'aller voir la vidéo de Olivier sur RLM Express sur ChatGPT. Non, mais l'échange que tu as avec ChatGPT, il est juste incroyable. On va faire quelques démos, ce qui nous a donné envie de faire cette émission. Alors, on va faire une petite démo, regardez, de ChatGPT, puisque aussi bien Laurent que Stéphane, ils ont installé la bêta 18.2. Alors, ça fonctionne comme avant, mais évidemment, ça ne fonctionne qu'en anglais. Et Christophe aussi. Et Christophe aussi. Et on va lui demander quoi ? Hey, ChatGPT, do you know Steve Jobs ? Alors, il me demande si je dois utiliser Use ChatGPT. Je réponds oui. Yes. Alors là, il me donne une réponse en texte, mais il ne me donne pas le son. C'est exactement ce que je disais c'est assez aléatoire, à Laurent. Tout à l'heure, il le faisait. Hein, mais... C'est ça, moi j'ai vraiment l'impression, alors soit c'est dû à la version de test, à la version bêta actuelle. C'est pas sec. Aujourd'hui, c'est pas du tout aujourd'hui, Apple Intelligence et cette partie d'Apple Intelligence, c'est pas du tout ce que vous allez pouvoir retrouver sur OpenAI avec ChatGPT et cette facilité de conversation avec l'intelligence artificielle. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a vraiment, pour l'instant, déçu. Évidemment, c'est qu'en essai, tout n'est pas encore là, et donc ça peut être transformé. Tout n'est pas encore là ? Tout n'est pas encore là. Alors, on va poser une question peut-être plus simple à ChatGPT, parce qu'apparemment, du moins à Siri, parce qu'il ne connaît pas Steve Jobs. Du moins, voir s'il va nous répondre en français. Non, mais je sais que c'est une vite provocation. Siri, can you give me the recipe of Hawaiian pizza, please? Yes, use ChatGPT. Alors, tout à l'heure, il nous a donné une partie du texte. Oui. Et après, il s'arrête très vite en disant c'est trop long, je ne peux pas te la lire en entier. Voici les ingrédients. Donc là, ça va quand même beaucoup plus loin, on le voit à l'écran, qu'auparavant dans Siri, où il nous renvoyait sur Wikipédia. Mais ça ne te répond pas vocalement, quoi. Mais ça ne me répond pas vocalement comme je le souhaiterais. Si je fais la même chose, parce que oui, il faut quand même... Oui, vas-y, fais la même chose avec notre ami, la dernière version de ChatGPT et l'assistant vocal avancé qui est arrivé la semaine prochaine. La semaine dernière. Salut ChatGPT, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu pourrais me donner, s'il te plaît, la recette de la pizza hawaïenne, s'il te plaît ? Dis-le encore une fois. S'il te plaît. T'es très poli, toi. Salut, je vais très bien, merci. Pour une pizza, my guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Ouais, bon, on va le faire avec le mien, hein, parce que moi, ça marche. Non, mais ça, c'est un truc de fou. Non, mais je ne sais pas, mais écoute... Mais il a passé en anglais. Bon, ça montre que c'est parfait. Chat, donne-moi s'il te plaît la recette de la pizza hawaïenne. Bien sûr, voici une recette simple pour une pizza hawaïenne. Premier ingrédient, pâte à pizza, sauce tomate, mozzarella coupée en dés. Ok, je pense qu'on a compris, merci d'arrêter. Alors, je peux te le faire sur Gemini Live, si tu veux. Attends, on n'y est pas encore sur Gemini. On reste juste sur ChatGPT, on fera la comparaison tout à l'heure. ChatGPT, est-ce que tu peux me donner la recette de la pizza hawaïenne, mais avec l'accent italien et en français, s'il te plaît? D'accord, allons-y. Pour faire una pizza hawaiana, tu commences con una buona pata pizza beso. Ça marche bien. Per poi étaler. Voilà, par contre, il capte tout ce que je dis, hein, donc il faut parfois couper le micro. Est-ce que tu peux faire la même chose, mais cette fois-ci entièrement en italien, mais pas en français? Certamente. Allora, per fare una pizza hawaiana si inizia con un buon impasto per la pizza. Poi si stende la salsa di pomodoro. Ah, c'est assez bluffant quand même. Oui, c'est bluffant. Ouais. Donc le mode vocal aujourd'hui
est vraiment très, très mature du côté de ChatGPT. C'est une des raisons pour laquelle je pense Apple l'a intégré. Tout à fait. Non seulement... Mais on n'a pas ce niveau d'intégration encore dans la bêta iOS 18.2. Il vaut mieux avoir l'application dédiée. Ouais, aujourd'hui, tu n'as pas cette intégration, tu n'as pas tous les échanges vocaux comme on les a aujourd'hui dans ChatGPT. Et maintenant, avec la dernière version de ChatGPT, en plus de ça, on peut tous parler autour de la table à ChatGPT. Donc on peut vraiment avoir une conversation avec la personne. Et elle va pouvoir reconnaître, je l'ai essayé, elle va pouvoir reconnaître Laurent, elle va pouvoir reconnaître notre ami Stéphane, quoi. Alors, selon vous, c'était l'autre sondage de la semaine, l'intégration de ChatGPT dans Siri est-elle un aveu d'échec de la part d'Apple? Vous êtes 44,7% à répondre oui, 28,7% à répondre non et 26,7% à dire que c'est tout simplement temporaire. Réaction de Matek sur X, si c'est temporaire, c'est malin, comme pansement, si c'est permanent, c'est qu'Apple a raté le train de l'IA. Autre réaction d'Invest Crigraph, mais c'est pas faux. Non, je vois uniquement le moyen pour Apple de se dédouaner en cas de fuite de données et aussi un moyen de faire des économies de serveurs en vue de son objectif zéro émission en 2030. Pas un échec, un coup de fin stratège. Qui est d'accord avec cette réaction? Laurent? Je ne sais pas si c'est un coup de fin stratège. Je pense. Alors moi, je suis pas d'accord avec la première partie de la réponse et je suis pas tout à fait d'accord avec la deuxième partie. Donc tu veux dire, tu n'auras pas du tout d'accord. Je vais vous donner. Je pense que Apple n'est pas en avance, mais je pense que Apple ne va pas en pâtir. Donc, ce que je pense aujourd'hui, c'est que Apple va le traiter à sa façon. Ils sont partis certainement en retard. Tout le monde est en train de dire, et encore une fois, tout le monde, l'avance dont on parle, c'est l'avance de notre audience, des gens qui sont des geeks, des gens qui sont des passionnés techno, comme nous tous autour, et comme les gens qui nous écoutent. Mais il faut admettre que c'est pas le grand public. Et la cible d'Apple, c'est bien évidemment quelques passionnés comme nous, mais c'est aussi le très très grand public. Les gens qui achètent des iPhones, c'est pas que des geeks. C'est aussi... Justement, en fait, le truc, c'est que, tu vois, le fait de pouvoir avoir une conversation naturelle avec ChatGPT, ça touche le grand public. C'est justement ça. Tu vois, on l'aura à terme. Non. Il y a 1 an et demi, personne parlait de ça. Il faut se rappeler que ChatGPT, l'explosion de ce truc génial, c'est quoi? C'est le 30 novembre 2021 22. 30 novembre 2022. Donc on est en 2000. C'est à ce moment-là qu'Apple a découvert. Ouais, donc on est aujourd'hui, il y a eu l'année 2023 et un bout de l'année 2024. On parle de produits qui vont changer on parle d'un produit qui a eu le taux d'adoption le plus rapide de toute l'histoire. Ok. Quand Internet est arrivé en 94, les gens ont Internet, les premiers qui ont commencé. Moi, j'ai utilisé Internet en 94, ok? Donc, en 94, quand est-ce que c'est devenu vraiment que les gens ont commencé à regarder? C'est même pas 2000. En 2000, moi, j'avais plein de gens, ils avaient toujours pas d'adresse email. Non, mais donc, tu peux pas comparer l'explosion d'Internet à l'explosion de l'intelligence artificielle. N'importe qui est capable d'utiliser tout le monde. Il y a des articles aujourd'hui. Alors que la fenêtre, la montagne à gravir pour pouvoir avoir Internet à cette période-là, ça coûtait une fortune. Il fallait avoir un ordinateur, il fallait avoir les connaissances. Voilà. Aujourd'hui, c'est accessible à tous. Donc, ça mettra pas 15 ans, ça mettra 5 ans. Oui, mais le problème, c'est que... Et donc, on est à 1 an et demi. Mais non. Je disais que, moi, quand l'iPhone est arrivé, c'était pas le premier smartphone, mais avant l'iPhone, personne voulait un smartphone. Après l'iPhone, tout le monde a voulu un smartphone. Tu sais, Laurent, je pense que la problématique, c'est pas tellement est-ce que Apple va à un moment donné réussir à avoir une intelligence artificielle qui soit cohérente, qu'elle soit basée sur le système de quelqu'un d'autre ou pas, mais c'est plutôt que aujourd'hui, ce qu'on nous délivre là dans nos téléphones en version bêta, alors que franchement, moi j'y croyais vraiment, là je suis hyper déçu en fait de la version actuelle et du coup ça fait peur pour l'avenir, tu vois. Je voyais très clair dans leur jeu et dans leur stratégie de se dire nous on est un créateur de systèmes d'exploitation, entre autres, et on va pouvoir intégrer dans les moindres détails l'intelligence artificielle dans notre système d'exploitation. Et ça, c'était vraiment brillant, jouer sur la partie protection de la vie privée, etc. C'était vraiment top. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas les fondamentaux, quoi, tu vois. Et c'est ça qui, moi, me fait peur aujourd'hui, en fait, c'est qu'ils n'ont pas ces fondamentaux. Ça va peut-être arriver avec les prochaines bêtas, et puis on n'en parlera même plus. Mais aujourd'hui, ça fait peur, quoi. Mais au-delà, le problème, c'est qu'Apple se positionne sur une image très innovante. C'est nous qui, chaque fois, secouons la planète avec nos innovations et donnons le ton. Là, ils n'ont pas donné le ton. En fait, les annonces qu'on a eues, elles étaient très belles. Elles étaient magnifiques, les annonces. On avait quand même sur le papier quelque chose qui était waouh, c'est bien. En plus, ils veulent aller sur quelque chose qui est... Et en effet,
bon, technologiquement, je vois pas comment ils pourraient faire, mais pourquoi pas de garder un maximum de choses en local, super. Et moi, je trouve ça fantastique. Mécaniquement, c'est sûr que l'infrastructure des machines, des téléphones va devoir obligatoirement être améliorée. La preuve, il n'y a que les 15 Pro et les 16 qui pourraient fonctionner. Pourquoi pas ? Il faut plus de mémoire, c'est certain. Plus de stockage, ça va devenir obligatoire également. Donc voilà, maintenant, sur le papier, c'était très bien, mais ce reste que des annonces pour le moment. Alors, on attend la démonstration. Il y a des arguments, justement, on va essayer de se projeter, essayer de voir comment Apple peut justement se différencier. Fig Different, c'est quand même le mantra d'Apple. On a encore 2-3 chapitres pour essayer d'analyser et comprendre la stratégie d'Apple. Réaction de Templier BBR sur X, pour moi, c'est évident, c'est un échec cuisant, en tout cas, d'avoir ChatGPT qui va me permettre de réactiver cette fonction que j'avais mis de côté depuis plusieurs années. Il parle bien sûr de Siri. Et enfin, Antoine sur X, je pense que ça va leur permettre de faire des choses avec l'IA en disant, si tu veux, tu peux le faire, mais sache que c'est pas notre politique, donc passe par ChatGPT. S'il y a des problèmes avec ce qui est généré, tu verras avec OpenAI. Effectivement, et puis aujourd'hui on le voit bien. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est de dire on ne vient pas en France parce que un peu l'intelligence, comprenez, ça rentre pas dans le cadre du DMA, l'Europe, mais en fait il marche pas en français, donc il n'y a même pas de débat. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu. Mais ça arrive, par contre. Ça va arriver. On continue. On a presque terminé la liste à la Prévert des avancées d'Apple Intelligence présentes dans la bêta d'iOS 18.2 avec un outil d'écriture assisté par IA. Ça, c'est plutôt sympa, Laurent, Christophe, Stéphane. Bah oui. C'est pour les réponses automatiques, ça aide pour la rédaction, la reformulation des contenus. Je pense que faudra juste l'assistant qu'on veut tous. Oui, mais il faudra juste qu'on garde quand même un peu de personnalité, qu'on garde un petit peu, qu'on ne devienne pas des feignants. Mais c'est vrai que pour des choses peut-être basiques, peut-être ça pourra nous aider. En tout cas, voilà, ça existe là. Ouais, mais c'est vrai que tu soulèves quelque chose d'important, qui est l'aspect un peu fait à la main, qui fait la caractéristique de l'être humain. C'est vrai que si on fait une émission avec une image qui est générée par de l'IA, avec un texte qui est généré par de l'IA... Olivier qui devient un hologramme. Sérieusement, en fait... Vous allez gagner. Oui, l'utiliser comme support à l'écriture, oui, l'utiliser comme un outil, mais si finalement on fait qu'une seule chose, en fait, c'est présenter du contenu d'IA, très franchement, on n'a plus rien à faire sur un plateau, quoi. C'est clair. Alors moi, je dis beaucoup de bêtises aussi, donc ça filtre, ça aussi. Et c'est ça qu'on aime. Non, mais l'IA dit beaucoup de bêtises, hein. Tu sais, il hallucine beaucoup. Tout à l'heure, j'ai fait pour préparer l'émission, j'ai préparé un petit agent de voyage pour permettre de voir si on pouvait faire une émission depuis Cupertino, et comment ça coûterait avec un billet d'avion et 3 nuits d'hôtel. Tout allait très bien, sauf que quand il m'a sorti les résultats, je me suis retrouvé avec des hôtels qui étaient l'hôtel Ibis à Orly. Mais c'est sur le chemin. Oui, t'as raison, voilà, bien sûr, t'as raison de lui donner raison. Mais je lui dis, non, c'est pas ça, c'est Cupertino. Ah bah, je sais pas ce que c'est Cupertino. D'accord. Un jour, je suis parti à San José pour aller voir Apple, il y a quelques années, et avec un pote, et lui s'est retrouvé à San José au Salvador. Et, mais lui, il n'est pas lié à l'époque. Il comprenait pas. Sérieux ? Ouais, je vous raconterai cette histoire un jour. C'est une histoire assez cocasse. C'est une bug de ma vie. Ouais, non, c'est une histoire assez cocasse. Et moi, j'ai fait ça en Bourgogne. Je voulais juste remercier Rev Fox, qui est quand même notre meilleur donateur. Donc notre parrain, on peut le dire. C'est au-delà du donateur. Qui nous fait manger. Voilà, qui nous a fait un don sur le live de ceux qui participent, donc membres du club RLM qui assistent en live à l'enregistrement de l'émission et à toutes nos bêtises, parce qu'on en coupe quand même quelques-unes. On en coupe quelques-unes au montage. Et donc, du coup, les membres du club RLM, eux, ont accès à toutes ces bêtises, à tous nos ratés, à tout ça. Donc, voilà. Parce que c'est vrai qu'on s'entend pas dans les coulisses, hein, on n'arrête pas de s'envoyer. On se hait. Grave. Allez, après l'outil d'écriture assistée par IA, la catégorisation automatique dans mail, ça c'est vachement important. Extraordinaire, ça. Ça, c'est un truc combien de mails on a classé. Mais moi, je le dis les choses. En fait, et je le répète, l'IA, ça nous permet d'améliorer votre productivité. Combien de fois vous classez vos mails qui sont dans votre boîte de réception pour qu'elles ne soient plus dans votre boîte de réception parce que c'est réglé. Et bien là, automatiquement, il va vous donner juste cet ordre, et dès qu'un mail a été traité, boum, ça part, et il part aux archives ou dans un répertoire, ce que vous voulez, quoi. Moi, il y a une fonctionnalité que j'aime bien qui rentre entre les deux lignes que tu viens de citer, qui est le résumé des notifications. Des fois, tu es sur certaines applications et tu as plusieurs messages qui sont arrivés. Par exemple, on a un groupe, nous, on échange beaucoup de bêtises. Et de temps en temps, il me dit, il te décrit ce qui est envoyé dans la notif. Il a dit, Olivier a envoyé 4 messages, dont une image qui représente ça,
et ça. Et donc, du coup, Ça, c'est intelligent. et je trouve ça génial parce que quand tu es en D'autant mobilité, plus en en voiture, et voilà, Voilà. exactement. En voiture, c'est avant il te proposait de le lire, mais là il te fait vraiment une synthèse du contenu et c'est assez marrant. C'est assez marrant de voir comment il résume l'image qui est envoyée, quoi. Allez, dernière fonctionnalité majeure, entre guillemets, présentée ou du moins arrivée avec la bêta des iOS 18.2, c'est la transcription et la catégorisation dans Dictaphone, transcription d'enregistrement audio en texte, avec classement par sujet. Pour un journaliste comme moi, croyez-moi que c'est vachement important. Voilà, on a fait le tour d'horizon des nouveautés d'iOS 18.2. Elles ne sont pas toutes effectives, pas tous encore matures, ça monte en puissance, ça fait que quelques jours que cette version est disponible, ça reste une bêta, donc c'est vrai qu'on est déçu pour l'instant de ce qu'on a vu, mais il y a encore du travail. Laurent. Tu sais que dans les transcriptions, ils avaient ouvert la fonctionnalité de transcription qui est assez facile, hein, puisque c'est quelque chose. Il y avait déjà cette fonction intégrée. Ils l'ont intégré. Du Il y a pas de manière cachée. Il avait intégré de manière cachée dans Podcast. Et dimanche, je reçois un texto de mon ami Romain qui me dit il y a Mathieu Stéphanie dans Génération Do It Yourself qui parle de toi. Et parce qu'en fait, il y a quelques jours, j'ai fait un post où je disais que il a le même défaut que toi. C'est les grands hommes ont les mêmes défauts. Hein. C'est-à-dire, ils parlent beaucoup. Attends, s'il vient de te dire grand homme, etc., tu vois, attends, ça, c'est les fleurs avant l'épaule. Non, mais et c'est vrai que lui dit ce que je fais, c'est pas une interview. Ce que je fais, c'est une discussion entre deux personnes. Et donc, arrêtez. Mais moi, j'ai fait ce post où je disais, j'ai adoré parce que j'ai trouvé que la personne était très intéressante. Et cette fois-là, il l'avait laissé parler beaucoup plus. Et je me suis permis de le dire, pas du tout pour le tacler. Hein. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et donc, ce week-end, mon pote me dit ça. Et j'avais pas encore écouté. Je me suis dit, mais comment tu retrouves dans le podcast qui dure 2h05 ou 2h10 son interview? Et en fait, j'ai cherché des mots-clés. J'ai cherché parle trop. Et donc, je suis tombé sur le paragraphe où il parle de ça. Où il dit, un jour, il faudra que je réponde. Non, il n'y a pas besoin de répondre, Mathieu. En fait, c'est juste un commentaire. Mais tu vois, ça te permet d'aller directement à l'information. Il a dit dans Refait le Mac, tu parles trop? Non. Dans Génération Do It Yourself, il dit, il y a des gens qui font des posts sur LinkedIn, qui analysent mes analyses et qui disent. Et donc, je savais qu'il avait dû dire. On dit que les amis, je vous propose qu'on enchaîne et on va maintenant comparer véritablement un vrai face-à-face entre Apple Intelligence et ChatGPT. Toujours pas de réaction sur le chat YouTube, mon cher Laurent? Oui, sur l'humour de Christophe, oui. Bien sûr. Allez, on commence par notre petite annonce sponsor NordVPN qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net, aussi bien sur votre Mac, iPhone, iPad, Apple TV et même le Vision Pro. En plus, vous pouvez accéder à des contenus vidéo non disponibles en France et notamment sur Netflix, n'est-ce pas, mon cher Laurent? Oui. Donc, non mais alors, bien sûr, il y a des gens qui disent ouais, mais vous faites trop la promotion. Ouais, mais il y a quand même des choses qui sont. Non, mais il y a des choses qui sont comme pratiques. Il y a des choses auxquelles tu n'as pas accès. Il y a les catalogues auxquels tu n'as pas accès. Pas. Non, mais ça l'énerve aussi. Mais non, mais ça m'énerve. Il y a des. sponsor, tout va bien. Non, il y a des catalogues auxquels tu n'as pas accès. Grâce à un VPN, tu y as accès. Alors, donne un exemple. L'exemple, on en a donné plein. Il y a La Planète des Singes qui est sur Disney+. Si tu es aux US, il est disponible. Il n'est pas disponible. Voilà. Il y a des compétitions sportives. Vous l'énervez aussi. Alors, moi, je vais être très simple. Hier, il y avait le Grand Prix du Mexique. Ouais. Moi, j'ai un abonnement qui me coûte 80 ou 90 € par an à F1 TV. Oui. Ok. Ouais. J'adore les commentaires de F1 TV en anglais. Je les trouve très, Madame, très bons. messieurs, bonjour. Non, ça, c'est autre truc. Je te dis juste, tu ne peux plus regarder ça en France. Eh ben, hier, je me suis connecté aux États-Unis avec NordVPN. J'ai regardé mon application F1 TV avec tous les analyses et j'ai pu regarder le Grand Prix hier soir en live sur mon application et je ne pourrais pas le faire autrement. Et donc, tu as la F1 en Belgique. Si tu n'as pas d'abonnement F1 TV, tu peux regarder la F1 en Belgique gratuitement, dite en français. Tu as la Ligue 1 au Mexique. Tu deviens tout bleu. Tu as la Ligue des Champions en Irlande. Stéphane m'a envoyé un SMS hier, ce week-end un peu énervé parce qu'il n'arrivait pas à regarder le Classico entre Marseille et je crois qu'il parlait entre Bastia et Ajaccio. Non, c'est notre Classico, mais c'est beaucoup. Bon, bref. On Paris a gagné. Il y avait Nice-Monaco. Il y avait Barça-Real. Et il y avait sponsor, Qatari Saint-Germain et OM. Alors, comment tu as fait pour regarder Paris OM? NordVPN, je me suis connecté au Mexique et vous tapez sur Google Caliente TV et vous avez une chaîne YouTube. Vous avez une chaîne YouTube et vous avez le Classico qui apparaît.
Alors, NordVPN vous fait... Oui, pardon, tu veux Non, sortir une connerie encore. Vas-y, Non, vas-y, on peut en c'était est. pas une connerie, non, c'était vraiment pour résumer parce que je pense que c'est important. Ah. On parlait des VPN et toute cette fonctionnalité, mais aussi en fait il y a l'interface graphique qui est hyper accessible pour tout le monde sur NordVPN. Non, prenez Et, exemple, les et- gars. Non, Et mais voilà. enfin en fait c'est vraiment. C'est le meilleur d'entre nous. Hein. Non, mais voilà. Oui, Ah, mais c'est tout ça. arrête de dire des, enfin tu vois des Des banalités que Donc, pareil. voilà. Donc en tout cas, NordVPN, sachez qu'ils vous font un cadeau de 4 mois d'abonnement gratuit si vous souscrivez à une offre VPN de 2 ans et en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo ou encore ou sur le QR code qui s'est affiché à l'écran. Allez, passons à la comparaison directe entre Apple Intelligence et ChatGPT. Pourquoi on veut revenir sur ce face-à-face ? Bien sûr qu'on triche un petit peu puisque Apple Intelligence est loin d'être mature et ChatGPT tourne depuis 3 ans maintenant, quasiment jour pour jour. Parce qu'il y a une vraie différence de philosophie entre Apple et OpenAI, bien qu'ils se rejoignent et qu'aujourd'hui Apple utilise ces technologies, ça me semblait important d'y revenir. ChatGPT, c'est vraiment, Stéphane ou Christophe, une autre philosophie par rapport à Siri. Ils ont des capacités conversationnelles. Non, je suis obligé de te brider, sinon l'émission va faire 3 heures. Oui. Stéphane. Oui, en fait, on peut échanger de plus en plus naturellement avec ChatGPT 4.0, dont la dernière version en particulier est ça. Et donc, parce que si on compare avec Siri, c'est plutôt des phrases très courtes. Dis-moi où j'ai garé ma voiture, quel temps fait-il et, Moi maintenant. C'est un mode conversationnel. On n'est pas encore dans le mode conversationnel. C'est sur ce que tend aujourd'hui Siri. Mais déjà, il y avait deux philosophies différentes entre un agent conversationnel et... Non, bien sûr, mais en fait, aujourd'hui, ChatGPT en fait, est à la main haute par rapport à tous les autres. Globalement, si vous avez vu le film Heure, regardez-le si jamais vous ne l'avez pas vu parce qu'il est vraiment cool. Mais c'est exactement ça aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans ma cuisine en train de parler avec une intelligence artificielle pendant une demi-heure, quoi, tu vois. Et, et puis tu te rends compte que tu as quand même tes enfants et ta femme, en fait, qui sont assis dans le canapé, quoi. Et c'est un truc de... Ta maison est tellement grande de... que tu pouvais pas... C'est pour ça. Oui, c'est un truc... ça d'être un propriétaire terrien. Non, mais c'est... il a des terres en Australie plus grandes que la Belgique, hein, il faut le dire quand même. Ouais, mais moi, j'ai pas des terres en Corse. Ouais, ouais, au soleil, tout ça. D'accord, c'est pas grand comme l'Australie, mais nous, on a un petit carré de terre, jardiné. Non, mais ce qui est vrai, c'est vraiment impressionnant. Sans rire, c'est vraiment impressionnant, et surtout qu'on est à l'aube de la version 5 qui va sortir en début 2025, au premier trimestre 2025 de ChatGPT. Et là, on aura une forme d'infini en termes de paramètres et on aura ce qu'on appelle un vrai assistant personnel. Oui, c'est ça. Et puis aujourd'hui, le truc aussi, c'est que non seulement il y a cette facilité au niveau échange, tout simplement par la voix, mais en plus de ça, tu peux créer des petits robots ChatGPT qui quasiment peuvent devenir tes amis en fait, et tu les définis, tu dis je veux que ce soit une fille, qu'elle ait de l'humour, etc., en fait, qu'elle soit plutôt fan de tech et ce genre de choses. Donc tu fais un petit texte et ChatGPT se base sur ce petit texte pour pouvoir créer une personnalité. C'est un truc de fou. Alors, regardez cette réaction, je vais y arriver, de Manos sur Twitter. ChatGPT est vraiment impressionnant. Dans votre ORLM Express 31, Siri sera-t-il à la hauteur ? Effectivement, dans ORLM Express, on a fait la semaine dernière une vidéo spéciale où on montrait comment la nouvelle version de ChatGPT, l'assistant vocal avancé, change véritablement la donne. C'est assez impressionnant, comme le décrivait Christophe à l'instant. On peut dire le Christophe, c'est bien. Le Christophe à l'instant. On a véritablement plein d'avancées dans ce domaine et on peut vraiment discuter avec lui de manière assez étonnante. Démonstration en plateau de la fonction vocale avancée de ChatGPT. Vous allez voir que Siri est encore loin de pouvoir atteindre ce niveau-là. On va lui poser une question très simple. Allons-y. Si vous voulez bien. Alors, déjà, il faut bien que je m'y mette. Voilà. ChatGPT, peux-tu, s'il te plaît, m'expliquer les avantages de l'IA conversationnelle, s'il te plaît ? Bien sûr, les intelligences artificielles comme moi offrent plusieurs avantages. Premièrement, elles peuvent fournir un support client 24h/24 et 7 jours sur 7, répondant aux questions et résolvant les problèmes rapidement. Elle améliore également l'efficacité en automatisant les tâches répétitives, ce qui permet aux employés de se concentrer sur des tâches plus complexes. Concrètement, c'est ce qui te différencie ChatGPT, en tout cas ta fonction vocale avancée, de celle d'Apple et de Siri. Concrètement, voici quelques différences entre ma fonction vocale avancée et Siri d'Apple.
Tout d'abord, je suis conçu pour des conversations plus approfondies et complexes, allant au-delà des simples commandes vocales. Je peux également traiter une large gamme de sujets et m'adapter à différents contextes. De plus, grâce à l'apprentissage continu, mes capacités s'améliorent constamment, me permettant d'évoluer avec le temps. Enfin, je peux converser de manière plus naturelle et engager des dialogues plus fluides. Voilà quelques points qui me distinguent. Alors, ce qui est vraiment impressionnant en ChatGPT, c'est que tu emmagasines tout, ce qui peut aussi poser question, on en reviendra tout à l'heure en fin d'émission. Et comme tu emmagasines tout, tu mémorises tout, donc tu es capable de savoir à qui tu t'adresses. Et par exemple, moi, tu me connais. Qui suis-je ? Bien sûr, Olivier, on discute souvent ensemble, notamment de ta chaîne On refait le Mac et de ton intérêt pour la tech et la Formule 1. Si tu as d'autres questions ou sujets dont tu veux parler, je suis là. Donc, vous voyez bien qu'il y a un mode contextuel, et c'est ça véritablement la vraie différence aujourd'hui. Et c'est là-dessus sur lequel Apple va être obligé de faire d'énormes problèmes. Aujourd'hui, messieurs, vous serez tous d'accord pour dire que ChatGPT, au niveau de l'assistant vocal avancé, il garde vraiment une longueur d'avance sur Apple Intelligence. Oui, mais il a beaucoup d'antériorité déjà, donc on ne va pas être surpris. C'est pas ça qui est surprenant. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de surprises et meilleures vont être nos requêtes, les réponses à nos requêtes. Mais c'est déjà bluffant. Mais c'est déjà moi, énorme. franchement, aujourd'hui, c'est la tech en fait qui me bluffe vraiment. C'est OpenAI. Et j'aimerais tellement pouvoir le dire de la part de Apple, mais c'est pas le cas. Et par contre, on a essayé un truc un peu sympa qu'on peut peut-être dire à nos viewers. C'est tout simplement de faire parler deux intelligences artificielles, ChatGPT. Ah oui, tout à l'heure, super c'était ça, c'était drôle. C'est trop sympa. J'arrive. Comme ça, vous avez même plus besoin de parler, en fait. Salut, ChatGPT. Salut, comment ça va ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui ? Est-ce que tu vas bien ? Salut, comment ça va ? Que puis-je faire pour toi aujourd'hui ? Salut, ça va bien, merci. Et toi, comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens très bien. Merci de demander. Content d'entendre que tu vas bien. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Faut peut-être lui poser une question, non ? Ah, je suis là pour ça. Qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui ? Une discussion ? Une question ? Ou peut-être une blague ? Bien sûr. Pose-moi ta question. Je suis là pour ça. Qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui ? Une discussion ? Une question ? Ou peut-être une blague ? Alors, que dirais-tu d'une blague pour commencer ? Pourquoi est-ce que l'ordinateur aime bien la plage ? Pour surfer sur le web. Celle-là est classique. Pour surfer sur le web. Une bonne blague pour commencer. Tu as d'autres blagues en réserve ? Ou est-ce que tu veux qu'on passe à autre chose ? Mais qu'on fasse toute l'émission comme ça ? Bref, non, mais c'est vraiment pour illustrer que c'est un monde sans fin, quoi. Et c'est un peu vertigineux parce que c'est aussi la matérialisation de nous qui sommes des vieux geeks, mais encore verts, croyez-moi, d'un rêve de voir effectivement à la fois, on a eu déjà une matérialisation avec les iPhones, pouvoir téléphoner partout, pouvoir surfer partout, c'était quelque chose qui nous faisait rêver quand on était gamin. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ça, on en rêvait en regardant les films de science-fiction et ça arrive. Après, c'est l'intelligence qui n'est pas aussi évoluée que ça, puisqu'en fait, c'est un super outil de mémorisation, on va en parler. Mais en tout cas, on voit la différence aujourd'hui qui est très perceptible entre vers où va aller Apple, parce que là, ça va être intéressant, vous allez voir dans un instant, on va le comparer à Google, et finalement, la stratégie d'Apple, elle est plus proche de celle de Google que celle d'OpenAI, et OpenAI a besoin finalement de créer un écosystème pour se rapprocher et pouvoir rivaliser avec Google et Apple et devenir lui-même un propre operating system. Et ça peut devenir à terme un vrai operating system, mais c'est encore tôt pour le dire. Allez, place maintenant à une autre comparaison, Apple Intelligence face à Gemini de Google. On a vu qu'OpenAI avait une longueur d'avance sur l'assistance vocale, qui a l'avantage cette fois-ci entre Gemini de Google et Apple Intelligence. Alors,
la spécificité de Gemini, au-delà de la fonction d'assistant vocal, ça c'est la partie que l'on voit de l'iceberg qui sort de l'eau, mais Google travaille beaucoup pour couvrir vraiment un large éventail d'applications en se basant sur tous les services du moteur de recherche. C'est ça sa force aujourd'hui. C'est son mode, ce qu'on appelle le mode multimodal. C'est un mode multimodal, oui. C'est grave parce que grâce à l'intégration, c'est même pas l'intégration des données parce que c'est tellement gigantesque. Le premier site au monde c'est Google, le deuxième c'est YouTube. Donc faut peut-être dire voilà, déjà ça clôt tout débat sur la quantité de data et donc l'intelligence artificielle de Google, ce que n'a pas bien sûr, ni Apple ni OpenAI, cet amas de data et de fonctionnalités et de services permet à Google... Alors, je te corrige, ils n'ont pas les data, mais les fonctionnalités Apple. Bien sûr. Ce que je veux dire, pardon. Alors, mais c'est vrai que non, mais on voit quand même que quand on a testé un truc sur iOS, Gemini sur iOS, il a été un peu bridé. Tu te rappelles tout à l'heure quand on a fait les tests par rapport à ça. On le verra tout à l'heure la fonction. Mais restons sur l'idée du multimodal. On voit, Laurent, qu'Apple y va sur le mode comme ça multimodal et il fait des tentatives déjà dans Apple Intelligence aujourd'hui. Oui, on sait qu'ils veulent, on veut y aller. On l'a vu dans le mail, on l'a vu dans photo. Tu vois, on sait qu'ils sont en train de mettre en place une infrastructure pour ça. Et ce que eux essayent de mettre en avant, c'est de dire on va être capable de faire une sorte de multimodal en local, c'est-à-dire traiter des choses. Après, c'est en cours de développement. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, c'est des annonces, quoi. Oui, pour mais les gars, vous voulez que tout soit fait. En fait, tout le monde veut claquer, que ce soit fait. Je sais pas, je vous comprends pas. Je suis désolé d'être. Donc là, vraiment le travail que fait depuis maintenant, depuis que OpenAI arrive, mais ils avaient commencé avant, mais c'était 2015. Mais ça s'appelait pas encore l'intelligence artificielle générative. Du moins, ils le nommaient pas comme ça. Non. C'est véritablement travailler vraiment dans un esprit d'écosystème pour que Gemini devienne un peu l'écosystème général de Google et que l'intelligence artificielle générative soit implémentée à tous les niveaux du service. Et c'est aussi l'enjeu pour Apple, c'est ce que aussi travaille. C'est pour ça que ça nous semble c'est un chantier colossal qui se trouve devant Apple, parce que dans toutes les fonctions, dans tous les logiciels, dans toutes les applications, dans tous les systèmes d'exploitation d'Apple, il va falloir implémenter à toutes les strates de l'intelligence artificielle. Oui, mais c'est vraiment ça, en fait. Tu as un contexte qui s'est imposé à Apple durant effectivement 2 ans où tu as les LLM, tu as un tas d'intelligence artificielle qui ont commencé à apparaître et à bien fonctionner, et toutes d'un type différent. Et donc aujourd'hui, ce qu'on demande à Apple, c'est de tout intégrer dans un système d'exploitation. Et c'est, je pense, effectivement, c'est pas évident, quoi. La montagne à gravir, elle est à gravir. Et c'est vrai que, bon, ils le disent d'un ton léger, on est Apple, on va y arriver, etc. Mais en plus, on va en parler dans un instant, ils font des choix qui sont osés et qui sont courageux. Ils sont courageux, la privacy, la volonté de te faire tourner en local, etc. Et ça complexifie encore plus l'enjeu et la capacité qu'ils ont à rattraper, parce qu'en plus, ils se mettent des difficultés en clair supplémentaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui définirait véritablement cette idée, s'il y avait une démo à faire, cette idée d'intégration dans tout l'écosystème, que l'IA est partout chez Google. Tu m'as fait une petite démo tout à l'heure. En fait, il est capable d'aller chercher des infos dans ton mail, il est capable d'aller chercher des infos dans YouTube. Dans mon Drive. En fait, ce qui est important, c'est qu'à un moment, c'est vrai qu'on accumule des datas depuis plus de 20 ans et encore... On nous a fait une petite démo en vidéo. Ouais, voilà, exactement. Vous pouvez la voir, mais c'est vrai que même... là, on parle dans la démo, je montre dans quelle séquence, dans quelle on refait le Mac, on parlait de la création de l'iPod. C'était avec Tony Fadell, et je demande dedans, dans cette séquence-là, combien de fois il a présenté à Steve Jobs avant que ça tombe et ce soit validé par lui, le prototype de l'iPod. Donc, tu as juste posé la question. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on fasse des recherches de documentation qui auraient pris des plombes, vidéo par vidéo, bon, remarque, j'ai pris un truc simple, mais quand même. Non, mais simple, c'est quand même. On sait que c'était Tony Fadell, il a été reçu 3 ou 4 fois. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement Il a pris la vidéo où ça a été. Non, parce que c'est YouTube, donc c'est son service, donc il a tout indexé déjà. Voilà, c'était beaucoup plus simple. En même moins d'1 minute, j'ai eu la vidéo de la séquence souhaitée et j'ai eu le résumé de ce qui a été dit. Juste la séquence. La séquence où il dit voilà, on a pris des disques durs Toshiba, blablabla.
c'était bluffant, quoi. C'est tout, c'est un travail colossal. C'est-à-dire que le travail, en fait, je repensais à toutes les années où on passait en bibliothèque à chercher quelque chose qu'on trouvait peut-être pas, probablement pas. C'est un métier, un documentaliste. Voilà, exactement. Ce métier-là, je pense qu'il faudra qu'ils travaillent autrement maintenant. Ces gens-là, je le souhaite pour eux. Mais déjà, avec Wikipédia, on avait déjà eu un petit volet accélérant les recherches. Là, c'est purement bluffant parce qu'on a une source de données colossale qui s'ouvre à nous. En l'occurrence, les vidéos. Donc, celui qui va être capable d'indexer toutes les vidéos de tous les contenus du monde, alors il y en a qui vont prendre de l'avance. Google en a parce qu'il y a YouTube. OpenAI pourra peut-être signer un accord avec YouTube, peut-être pour. Les Américains en ont globalement. Oui, voilà, mais en gros, je pense sincèrement que c'est quelque chose. Et Apple, avec tout l'argent qu'ils ont, ils auraient pu avoir YouTube et toutes les plateformes vidéo, tous les films possibles. Si on dit dans quel film il y a cette séquence-là, boum. Alors, ce qu'on ne dit pas également dans cette partie-là, c'est que une force de Google, c'est qu'ils ont, Stéphane, l'infrastructure. Christophe. Donc oui, effectivement, Google a infrastructure comme Microsoft l'a également, comme et OpenAI, il l'a pas. Amazon l'a, etc. OpenAI, il l'a construit. Ou a fait un deal avec Microsoft. Ou effectivement loue plusieurs milliards. Voilà, c'est ça, loue du côté de chez Microsoft. Du côté de chez Apple, c'est un angle différent et je pense qu'ils ont raison de le faire. Si tu es Apple et que tu as des puces Apple Silicon qui fonctionnent correctement pour les inférences d'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle en règle générale, et qu'en plus de ça, quand le processeur travaille, tu as de l'énergie qui est consommée, mais moins que d'autres solutions comme celle de NVIDIA. Mais pourquoi pas faire sa propre infrastructure ? Si Apple ne le fait pas, personne ne le fera globalement. Donc là, quand vous disiez tout à l'heure, non seulement ils se mettent des difficultés supplémentaires, c'est que non seulement ils veulent assurer la confidentialité des données, mais en plus ils veulent monter leur propre infrastructure propriétaire avec leur propre serveur, on y reviendra. Intégration verticale, Oli. Alors on va quand même essayer de comprendre pourquoi Apple est en retard. C'est quand même utile de revenir en arrière plutôt que de se projeter dans le futur. C'est l'objet du prochain chapitre. On fera l'annonce sponsor en fin de chapitre. On commence par une réaction Twitter de François SLN. Regardez, Apple a certainement pris du retard, mais comme souvent, ils observent, profitent de ceux qui existent déjà, puis sortiront une intelligence artificielle avec une vraie valeur ajoutée et des fonctions auxquelles les autres n'auront sûrement pas pensé. Voilà, une vision assez positive. Alors, pourquoi Apple est en retard ? Est-ce que c'est vraiment grave aujourd'hui ? Est-ce que véritablement, on est obligé de répondre à toutes les demandes ? Est-ce que le marché est mature, comme le disait Laurent à l'instant ? Je vais vous faire un petit retour en arrière en 2007, quand l'iPhone est sorti. Ouais. Vous souvenez-vous d'un truc qui, quand il est sorti, qu'est-ce qu'avait l'iPhone que les autres téléphones n'avaient plus depuis longtemps ? Ils étaient en Edge. Alors tous les autres étaient en 3G. Est-ce que ça a été handicapant ? Non. Non, parce qu'ils savaient qu'ils allaient rattraper, parce qu'ils n'étaient pas prêts, et ils ont fait quelque chose très malin, et les iPhone 3 se sont très bien vendus. Ouais, la qualité de l'iPhone, c'était surtout qu'il était très simple d'emploi, bien avec son écran multipoint, que n'avaient pas les autres. Donc ça a compensé les faiblesses. À l'époque, j'avais Nokia comme client, ouais. Et je peux vous raconter à nouveau, cette anecdote. Ils ont réussi, parce qu'il y avait très peu d'iPhone qui tournaient, vous vous souvenez, à l'époque. Hein, c'est ça qui c'était marrant. Sur le manteau, il y avait. Et donc, en gros, ils ont réussi à en avoir, un petit ingénieur de Nokia a réussi à en avoir, ils se réunissent autour de la table, les directeurs, et regardez ce que font les 6 premiers. Ils tournent le téléphone dans tous les sens et ils disent ce n'est pas un téléphone. Et il y en a un, le 7e, il a l'idée d'appuyer sur le bouton et il allume, il n'y avait pas encore les codes, etc. Et il dit je crois qu'on a perdu parce que là, c'est là où il y a le problème. On était en 2007. Voilà. Bon. Donc on voit la boîte qui était florissante en 2011, elle existait quasiment plus. Mais bon, ça on n'est pas là avec Apple. On n'est pas là, on est très loin, mais là on était sur la techno et en fait c'était de la techno et ils savaient qu'ils allaient rattraper leur retard et ils allaient même ils avaient cette ambition. Là, je répète encore, sur de l'IA, il faut du temps. Il faut des paramètres. Et je t'ai encore envoyé un petit exemple aujourd'hui en médecine sur la détection de cancer. Le modèle de base qui a été utilisé pour que ce modèle fonctionne, agrémenté de 350 000 dossiers médicaux avec des centaines de millions de clichés d'imagerie médicale, pour que cet outil soit utile dans la détection précoce des cancers, ils ont utilisé le modèle d'interprétation, c'est-à-dire de langage de ChatGPT. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui fonctionne et qui est là,
ça vous accélère n'importe quel développement. Même chose, doctrine dans le juridique, pareil, ils sont adaptés sur un modèle existant. Oui. C'est l'objectif. Bon, voilà. Et il y a des choses en informatique, il y a des choses qui sont réelles. Je vois pas comment ils peuvent rattraper leur retard. Mais c'est ça, en fait. Quand tu vois la stratégie de Apple, elle est claire, elle est précise, elle semble être très raisonnable. Mais effectivement, quand tu vois les bêtas qui arrivent aujourd'hui, et encore une fois, c'est des bêtas, donc on ne peut pas les juger vraiment là-dessus, mais quand tu vois les bêtas arriver, tu te dis qu'aujourd'hui, les développeurs doivent avoir vraiment du mal. Ça semble être vraiment douloureux d'accoucher en fait, des versions aujourd'hui d'Apple Intelligence. Et moi, c'est ça vraiment qui me chagrine et qui me fait un peu peur aujourd'hui. Regardez cette réaction de Mano sur Twitter. Un aveu d'échec peut-être pas, mais un aveu de retard, ça oui. Et en gros, cependant, l'IA, et là il est d'accord avec toi, ce n'est pas un 100 mètres, Stéphane, mais c'est plutôt un marathon. Et c'est là que l'on verra Apple performer dans la durée, du moins je l'espère fortement. J'y crois. Alors quels sont les retards d'Apple ? Ils ont pris le virage très tard. Craig Federighi l'a reconnu. Ils ont vraiment pris le virage de l'IA générative quand ils ont testé pour la première fois OpenAI et ChatGPT comme nous. Hein. Le 30 novembre 2022, c'est sorti. Et on a tous été scotchés, entre guillemets, nous les geeks. Et surtout, il y a eu un taux d'adoption qui était assez important, parce que c'était pendant un moment. Alors Threads, on peut parler de Threads, qui a été fait par Facebook pour concurrencer Twitter, mais les 100 premiers millions ont été les plus rapides de l'histoire de la tech d'utilisateurs. Et en fait, les 100 premiers millions, c'est des 100 premiers millions qui, au début, testés une fois un petit peu, etc. Mais il se trouve qu'on continue de le faire aujourd'hui de plus en plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un taux d'utilisation, ça monte, après voilà, on se lasse et on arrête, là c'est... et ça continue, et ça continue. Et donc, et ça devient partie de notre quotidien. Et donc maintenant, ça y est, c'est réussi. En plus, Apple s'est tiré, entre guillemets, pas une balle dans le pied, mais en gros, a légitimé l'entrée dans la planète tech des immenses sociétés d'OpenAI en donnant cet accord avec eux. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, il légitime de façon définitive ce nouveau venu parmi les géants qui étaient considérés avec les 4-5 qu'on connaissait habituellement. Et bien aujourd'hui, ce temps-là, bon... Voilà, je pense que où Apple s'est historiquement concentré sur le matériel en essayant d'adapter vraiment une c'est technologie. son premier métier. Mais bien sûr, le cloud aussi. Alors, le cloud, c'est pas service qui est venu derrière. Oui, mais c'était pas sa philosophie, son ADN premier. Non, mais ils ont réussi. Mais c'est réussi. Quand ils font des paris, même que ce soit sur du matériel, sur les AirPods, ils font plus de chiffre d'affaires que 90% des gens des sociétés du CAC 40. Là, ils ont fait un pari. Alors Laura, pour me faire l'avocat d'Apple, quand tu vois arriver les solutions d'IA générative et tu vois comment elle exploite les données, quand tu sais que Apple donne beaucoup de priorité à la privacy, on peut comprendre pourquoi ils ne veulent pas y aller. C'est assez logique. Ouais, ils vont y aller avec la Apple Touch. C'est-à-dire... Non. La question, c'est pourquoi ils n'ont pas été à l'époque. Je pense qu'ils ne sont pas allés parce qu'au début, ils ne se sont pas dit que ça allait prendre autant. Moi, je ne pense pas que ce soit une question de la privacy. Je pense qu'ils ont, dans leur analyse stratégique, ils étaient sur les lunettes, ils étaient sur plein d'autres choses. Est-ce qu'on garde la voiture, on arrête la voiture? Tous ces sujets-là. Et le sujet de l'IA, c'est un sujet, tu vois... Et pour beaucoup de monde, encore une fois, ça a été cataclysmique, la sortie de ChatGPT, cette version grand public. Parce que nous, on l'avait Google, testé. Oui. Celui qui est en première ligne, c'est pas Apple. Hein. C'est Google, aujourd'hui. Et Google est en panique. Hein, au moment où ça sort, ils se disent, mais la recherche est morte. Et je ne sais pas si tu as vu... Le moteur de recherche. Le moteur de recherche est mort. Je ne sais pas si tu as vu, quand tu fais une recherche sur mobile, pas sur ordi, mais sur mobile, sur ton téléphone, sur Google, il essaye de te générer une réponse un peu en mode synthétique de tout ce qui s'affiche au-dessous. Ce qui est compliqué, hein, parce qu'ils sont ça veut dire qu'ils sont en train de tuer les questions du dessous. Hein. Donc, avant, on disait quel est le meilleur endroit pour cacher un cadavre. On disait c'est la deuxième page de recherche Google. Mmh. Maintenant, ça va être la réponse non synthétique. C'est-à-dire que les gens ne vont regarder que la réponse synthétique. Les réponses du dessous vont même pas être... Non, mais c'est vrai que moi, je l'utilise presque plus jamais. Hein. Vraiment, Google. Moteur de recherche. Oui, Google, en fait, je l'utilise uniquement pour une fonctionnalité qui est à un moment donné, de me dire est-ce que j'ai bien le net. Ouais, c'est vrai. Je vais sur Google parce que c'est une page qui est très rapide à charger, mais pour le reste, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as plutôt tendance à aller sur ChatGPT. Et dès que tu as une question qui est complexe, tu vois, dès que tu poses une question où qui est un peu, tu vois, où il y a des mots-clés, aujourd'hui, Google ne donne plus de réponses. Il te donne des réponses sur des sujets, mais c'est pas ça que tu veux. Ils comprennent pas ils comprennent pas ta question.
Et donc, quand on dit qu'avec Stéphane tout à l'heure, Apple a réalisé l'impact et a été un peu impressionné par la démo autour d'OpenAI de ChatGPT, ils ont commencé vraiment à mettre des coûts et d'investir à ce moment-là. Donc, en termes de coûts et d'investissement, même s'ils sont richissimes, il faut quand même du temps pour rattraper son retard. Et c'est des sommes considérables. Oui, c'est certain, c'est des sommes considérables, mais effectivement... Apple est une boîte qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc. Oui, c'est ça. Non, mais ils ont les moyens. Il y a des moyens, mais c'est vrai que par contre, comme disait Stéphane, il y avait Apple Car, qui était sans doute un des projets. Il y avait le Vision Pro qui devait être en gestation depuis des années. Exactement. Il y a Là, tout un tas... ils ont fait des choix. On a vu qu'ils ont coupé... Ils ont fait des choix. Malheureusement, aujourd'hui, effectivement, Apple Vision ne fonctionne pas vraiment bien. Il y a même des bruits comme quoi il serait à un moment donné arrêté, à voir, parce que je ne pense pas qu'ils vont jeter le bébé et l'eau du bain. Mais par contre... du côté de l'intelligence artificielle, ils n'ont clairement pas été vers ce choix-là. D'autant plus que c'était les leaders. C'est-à-dire qu'avec ce qu'avait fait, entre autres, notre ami Dr Julia, ils avaient déjà de bonnes bases pour faire évoluer au fur et à mesure du temps l'assistant qu'ils avaient déjà mis en place au départ. Et le truc, c'est que, au final, on se retrouve avec Siri qui n'a pas du tout grandi, qui n'a pas évolué, ou quasiment pas évolué, sur lequel on a ajouté des fonctions qui sont des fonctions micro, mais aucun changement macro. Et ça, c'est vrai que tu comprends pas bien à la lecture de post-mortem de ce qui s'est passé, tu comprends encore pas bien comment ça s'est passé. Tu te dis, oui, ils ont dû être occupés sur quelques projets, c'est sûr et certain. Et très certainement que ils avaient Siri, ils l'ont pas fait évoluer. Là, on se demande un petit peu pourquoi. Et puis pour le reste, ils n'ont pas adopté, ils n'ont pas embrassé l'intelligence artificielle au moment où il fallait. Donc Apple est en retard. Vous l'aurez bien compris. Est-ce que quelque part, ce retard quelque part peut être une opportunité pour Apple? Apple essaye de faire une faiblesse, une force, en misant, on l'a dit, sur la confidentialité des données et sur une infrastructure plus vertueuse en matière de consommation électrique, parce que depuis ce matin qu'on n'arrête pas de tester dans tous les sens. Je ne vous dis pas ce qu'on a consommé comme ressources serveurs pour faire nos expériences. Est-ce que ce retard, quelque part, il n'est pas un petit peu stratégique? Regardez ces réactions de One Tank Forever qui dit que pour lui, en tout cas, ce n'est pas du tout une urgence d'avoir Apple Intelligence, ou encore Féfé du 83. Salut l'équipe, encore une bonne émission en perspective. J'espère que Laurent sera là, le plus grand défendeur d'Apple. Mais en ce qui concerne l'IA d'Apple, je pense qu'il faut juste qu'elle donne plus de moyens à l'IA. Tout est là, car plus ça va, plus je me dis qu'ils sont en train de perdre des parts de marché. Alors, il y a un sacré pari, on va essayer de se projeter dans l'avenir, un sacré pari d'Apple. Vous allez voir que la montagne à gravir est immense, qu'Apple est courageux dans ce domaine. C'est l'objet de ce ultime et dernier chapitre. Le premier pari d'Apple, c'est de tout miser beaucoup miser sur les traitements locaux. On a vu que la mémoire a augmenté dans les Mac qui sont arrivés cette semaine. 16 Go de base et non plus 8 Go. C'est pour Apple Intelligence. On a vu que dans les iPhone 15 et les iPhone 16, il y a plus de mémoire. Est-ce que ça peut être un pari gagnant de se dire, OK, on connaît la valeur ajoutée des assistants vocaux à intelligence artificielle générative, mais par contre, on connaît aussi leurs défauts, et c'est le traitement des données. Christophe, excuse-moi, je vais y arriver. J'ai pas ta question, je suis désolé. Est-ce que c'est le bon choix d'aller sur le local, et est-ce que c'est possible concrètement? Oui, c'est possible. En fait, oui, c'est le bon choix d'aller sur le local pour certaines requêtes. Donc, il va falloir très rapidement trier les requêtes. Est-ce que c'est quelque chose que je traite en local ou pas? Non, évidemment pour la partie vie privée, mais également en fait pour la rapidité d'exécution. Oui, alors surtout quand tu n'as pas une infrastructure qui est prête, quand tu as investi dans une infrastructure avec retard par rapport à OpenAI, mais je pense pas que ce soit lié. Et Google, c'est peut-être aussi une manière de faire une faiblesse, une force. Je pense que vraiment leurs 3 étapes, là, comme on le disait il y a quelques minutes, le fait de se dire c'est du local, puis c'est du cloud mais privé, et puis après c'est du chat GPT. Ces 3 étapes-là, elles sont pas mauvaises en fait, elles sont bien pensées, et c'est vrai que chacune ont leurs avantages. Quand tu traites en local, c'est hyper rapide, c'est ce que tu veux dans ton traitement de la photo par exemple. En fait, tu veux quelque chose d'hyper rapide, la santé, qui est instantané. La santé, tu es content que la question quand tu poses sur une information alors que tu l'as sur le local, ça sert à rien d'aller appeler un serveur pour aller demander quelque chose. Tu vois, donc tu le fais en local. Il y a plein. C'est ça. Voilà. En fait, c'est exactement ça. C'est un truc en cascade.
cascade. Tu as ce qui peut être traité en local, soit pour la rapidité, parce que le modèle est là, Donc typiquement la photo, c'est un soit choix la propre santé. à Apple, hein. C'est un choix propre à Apple. Le deuxième étape, ça va être effectivement C'est intelligent. de se dire, bon, je vais faire un appel sur les serveurs. Et puis le troisième, si je suis pas capable de le traiter, pas grave, je te propose un panel. Et rappelez-vous ce qu'ils ont dit. On va commencer. Juste pour info, ils ont rajouté un menu là, un menu où tu peux te loguer avec ton compte ChatGPT Oui, c'est ça, dans Apple Intelligence. Donc tu peux faire la demande avec ChatGPT grand public, gratuit. Et tu peux, si tu le veux, le faire directement avec ton compte derrière. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Un avantage supplémentaire à cette structure en palier comme ça pour le traitement local, le traitement sur le cloud et puis carrément aller sur ChatGPT, c'est que effectivement tu utilises la bonne taille des modèles pour le bon traitement à faire. Donc tu vas utiliser quand c'est en local des tout petits modèles et donc en fait quelque part tu vas faire travailler des modèles moins importants et donc tu vas consommer moins d'énergie également. Donc c'est pas mal vu en fait de la part de Apple. C'est très clairement pour moi une stratégie dans laquelle d'autres vont sans doute se lancer. Donc et puis c'est pas le seul, Stéphane, grand acteur à miser sur le local. Il y en a d'autres qui y croient. On pense notamment, je crois, à Qualcomm ou encore à Samsung. Hein. Ouais, mais bon, oui, bien sûr. Je pense que l'avenir est un hybride, mais il y aura des choses qu'on pourra avoir en local, d'autres dans le cloud, mais je ne pense pas qu'on puisse faire tout l'un ou tout l'autre. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que d'une certaine manière, je pense qu'Apple a fait un pari extraordinaire qui était d'aller sur le matériel et ça leur a réussi. Ils auraient été peut-être un petit peu au bout de cet exercice en concurrençant vraiment Nvidia, qui n'a jamais été leur copain d'ailleurs, je crois de mémoire. Non. Ils auraient gagné sur tous les tableaux. C'est-à-dire au niveau des composants, et en plus ils auraient tiré la bourre à leur principal ennemi. C'est-à-dire qu'ils auraient pu déployer plus rapidement une infrastructure. Ah Là, ils ont fait un autre choix, parlant d'infrastructure, de développer, tu le disais tout à l'heure, une infrastructure entre guillemets propriétaire à base de puces qui sont embarquées dans nos Mac. Mm-hmm. Donc l'argument, c'est de dire, d'abord, on va déployer moins d'infrastructures puisqu'on va beaucoup tourner aussi en local, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents. Mais également, on ne le dit pas assez, mais en matière de bilan carbone, l'OpenAI et Gemini, c'est une catastrophe thermonucléaire. C'est pas vrai. Si d'une certaine façon... C'est pas vrai. Comment ça, non? C'est pas vrai. Aujourd'hui, un steak de 200 grammes de viande est bien plus catastrophique. Oui, que ça. ok. Mais alors, du coup, tu choisis entre la peste et le choléra, Laurent, en fait. Non, mais on est d'accord, en fait, qu'être végétarien, c'est sans doute le meilleur geste que tu puisses faire pour la nature, quoi. Ouais, mais en dehors de ça, ça veut pas dire pour autant... Ce que je veux dire, c'est que des gens qui mangent de la viande, c'est quasiment l'immense majorité de la planète. Des gens qui utilisent une requête en IA, c'est pas grand monde aujourd'hui. Donc c'est juste là. Donc là, c'est un truc c'est un truc d'idéaliste, d'écologiste, tu vois, d'intégrer ces écologistes. Non, mais c'est une connerie. Mais non, Laurent, si tu mets en place un service et qu'aujourd'hui tu as la faculté de pouvoir juger de est-ce que ça va avoir un impact environnemental ou pas, fais les bons choix depuis le départ. Qu'est-ce que ça t'empêche ? Enfin, quoi le fait qu'il y ait déjà des problèmes sur la Terre t'empêche de faire les bons choix aujourd'hui par rapport à ce que tu vas mettre en place ? On sait que le moteur d'aujourd'hui de l'IA générative, ce sont des GPU. Les GPU, ce sont les puces qui sont aujourd'hui les puces les plus gourmandes du marché en termes de consommation électrique. C'est la force d'NVIDIA, c'est ce qui fait qu'NVIDIA aussi domine le marché et l'une des principales capitalisations boursières de la tech aujourd'hui dans le monde. Il y a aussi un coup à jouer pour se différencier. C'est ce qui a marché avec l'iPhone, c'est ce qui a marché pour le Mac. Ils ont un savoir-faire pour ça, mais encore une fois, moi, je trouve que c'est très bien vu, mais il se rajoute encore une difficulté monstrueuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des serveurs à base de puces, j'allais dire pour RPC, à base de pure Apple Silicon, ça n'existe pas. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'en plus, il faut construire des... Je n'ai pas entendu ce mot-là depuis 20 ans. Tu parles de quoi ? Il faut quand même les déployer, les machines. Ils vont juste prendre des Mac Mini. Ils peuvent prendre les Mac Mini, ou en tout cas les cartes mères des Mac Mini, faire en sorte en fait, qu'elles aient un bus rapide en fibre, etc. C'est facile pour eux. Ils fabriquent des machines sans se poser de questions. Mais ça, honnêtement, c'est zéro problème, en fait, parce que tu as quelque chose dans le monde de l'informatique qui s'appelle les clusters. Et donc, les clusters, c'est prendre des machines qui, à elles seules, sont pas très puissantes, ou peuvent être même puissantes, pourquoi pas, et les faire parler, avoir une surface de stockage commune, et avoir des chefs d'orchestre dans cet orchestre où passer la donnée et faire traiter les choses, et puis rassembler les décisions. C'est ce qui s'appelle un cluster dans le domaine de l'informatique. Et moi, je suis sûr et certain qu'ils vont aller vers un cluster. Tu vois, ils vont faire des clusters de Mac Mini ou dérivés. Ça va peut-être pas être les mêmes cartes mères, mais aujourd'hui, ils savent faire.
Regardez cette réaction sur Twitter de IncomF. Apple va-t-elle ajouter dans le futur un service payant Apple Intelligence Plus, incluant un abonnement à ChatGPT ou Gemini en complément de ce qu'offre Apple Intelligence classique? Bien sûr. Obligé. Ils doivent. Donc ça, c'est certainement l'étage 2 de la fusée chez Apple. C'est obligé et je pense que c'est même souhaitable. Oui. Bien, si on avait une nécessité de vous faire comprendre quelle est la difficulté pour Apple pour l'avenir, c'est que voilà, la tâche est immense. C'est ça. Et c'est un marathon. Et c'est un marathon. Donc il faut financer. Marathon au rythme du 100 mètres. Voilà, moi ce que je reprocherais de manière un peu plus perfide, et je veux bien le reconnaître à Apple aujourd'hui, c'est quand on regarde les keynotes d'Apple, les Apple Events, ça a l'air facile. Ça a l'air simple, ça marche du premier coup. Et c'est beaucoup... on ne voit pas la démo façon Gemini qui est sur scène ou façon OpenAI est sur scène ou façon ici où on lance une démo, on met le micro et ça marche. C'est souvent l'image de synthèse, c'est souvent... Voilà à quoi ça va ressembler, mais les gars, il faut que ça sorte maintenant. Voilà. Donc il y a un peu une impatience de notre part. Maintenant, le chemin est long. Parce qu'on est exigeant avec eux, c'est normal. Voilà, et on a cette exigence parce qu'Apple nous a habitués à être exigeants. On passe à vos coups de cœur. Et on commence tout de suite avec notre ami Christophe. Oui, moi de mon côté, je vais parler d'une marque qui me tient à cœur et qui est une marque française dont on a déjà parlé sur On refait le Mac, qui s'appelle Devialet. Et Devialet a cette force de faire de la hi-fi très, très jolie et vivante réellement. Et Devialet, l'ADN de Devialet, c'est évidemment la haute fidélité. Et au départ, le premier produit de Devialet, c'était un amplificateur. J'en avais eu écho au moment où j'avais été les visiter avec une partie de l'équipe d'Underside. Et le truc, c'est que pas plus tard qu'il y a quelques jours, donc hier plutôt, je vais dans un salon de la haute fidélité sur Paris et puis je rencontre Lénaïque à qui on fait un petit coucou, qui est l'un de nos viewers. Ouais. Évidemment, pour aller, entre autres, dans une salle d'écoute Devialet pour leur nouvel amplificateur Devialet Astra. Je vous en parle, en fait, c'est juste pour rêver aussi, parce que quand vous allez connaître le prix, oui, c'est vraiment de la hi-fi, quoi. C'est, au lieu de mettre de l'argent dans votre voiture, vous mettez de l'argent dans la hi-fi à la maison. Et c'est pas plus stupide, parce qu'une voiture dans la rue va se faire abîmer, tandis que peut-être qu'un amplificateur, en fait, chez toi, va rester toute une vie, quoi. Donc voilà. Ah, c'est beau. Et donc, effectivement, c'est le Devialet Astra qui est fantastique. Il y a un travail sur l'objet et sur l'intérieur de l'objet qui est incroyable. Donc c'est un amplificateur qui permet de faire du 2 fois 300 watts de puissance avec aucunement de bruit quand on monte dans le volume, etc. En fait, donc c'est vraiment basé là-dessus. 2 fois 300 watts. 2 fois 300 watts, wow. Effectivement. Et donc on a une version bronze. Et puis on a une version, comme il l'avait déjà fait dans le passé, en partenariat avec l'Opéra de Paris, en version feuille d'or, qui je pense est quelque chose comme 4 000 € au-dessus. Ah, c'est rien, c'est une plaisanterie. Voilà. Il accepte le Bluetooth 5.3, Google Cast, AirPlay, Tidal Connect, qui est un service de haute fidélité, haute définition, que j'ai vraiment envie d'essayer, d'ailleurs. Je l'utilise, c'est vraiment bien. Ouais, ça a l'air d'être vraiment fou. Spotify Connect, etc. Ils ont des entrées numériques coaxiales, optiques, USB-C, des entrées analogiques du phono, de l'Ethernet, du Wi-Fi dual band, etc., etc. C'est vraiment un objet super complet. Allez voir sur le site internet, parce que le site internet est super bien fait. Le produit est tellement beau, en fait. Juste une lumière au-dessus, en fait, un spot au-dessus, en fait, et ça éblouit toute une pièce. Par contre, effectivement, c'est entre 16 et 20 000 €, quoi. Ça pique. Ce que tu vas faire là. Allez, toujours dans la hi-fi, mais peut-être un peu plus accessible, mon cher Laurent. Oui, alors, hop, je les ai là, regarde, dans mon sac. Et qu'est-ce que c'est ? Alors, juste tout d'abord, je voulais dire, si dans notre audience, on a des gens qui sont à la recherche d'un Mac Pro. On a Alexandre, un de nos viewers, qui a dit tout à l'heure, moi j'ai toujours auditeur, tout ça, qui a un Mac Pro avec 2 Radeon 5700 WX et 240 Go. Mac Pro Corbeil. Pas la râpe à fromage. Donc le dernier, le dernier. Donc il a ce modèle à vendre. Donc si quelqu'un est intéressé, qui nous envoie un message et on les mettra en contact. Avec et en plaisir. fait, mon coup de cœur, c'est donc tu sais que je me suis remis à la course. J'ai couru quelques marathons il y a quelques années puis après j'ai arrêté. Je me suis perdu, j'ai grossi, j'ai vieilli et je me suis remis lentement et tranquillement. J'écoute des podcasts, tu vois, pendant que je cours. Et donc j'avais dit tiens, j'avais une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle la marque Shox. Tu sais, qui font le tour d'oreille et donc je voulais
tester leurs produits et en fait ils ont sorti un modèle qui est différent de celui que j'avais. Moi j'avais celui qui fait le tour de cou et en fait ce modèle c'est les donc Open Air et en fait c'est super léger. Et au début j'avais une sorte d'inquiétude. Open Fit Air, j'avais une sorte d'inquiétude en me disant mais ça doit... Et c'est bizarre parce que quand on est habitué à l'avoir derrière on s'embête pas, mais en fait c'est tellement léger. Et alors en fait la surprise c'est quoi? C'est que maintenant je me surprends à bosser à la maison avec. C'est-à-dire que tu peux prendre des appels et comme ça t'écrase, c'est pas donc c'est de l'extra-auriculaire. Pas invasif. C'est pas du coup tu n'as pas cette impression d'être enfermé dans ton casque. Trop bien. Donc en fait quand je bosse de mon bureau, je les porte. Donc il y a tous les bruits ambiants de la maison, de ce qui se passe. J'ai oublié l'info la plus importante. Vas-y, dis-moi. Un système de conduction osseuse. Oui, alors mais pas. C'est-à-dire qu'on ne met pas les oreilles dans les oreilles. Oui, mais pas sur le modèle R. Ah, non, justement, le modèle R est le modèle léger. Tu vois, c'est vraiment le modèle. Oui, mais il n'est pas dans les oreilles. Non, c'est la conduction osseuse. Il est à l'extérieur. En fait, c'est un haut-parleur qui s'oriente vers l'oreille. D'accord. Et c'est hyper. C'est pas la conduction osseuse. Non. Ok, j'ai une bêtise. Voilà. Stéphane, ton coût, ça coûte 10 euros. Pas très cher. Une centaine d'euros, oui. Une toute petite chose par rapport à Dévialet et par rapport à ce fameux salon. Je fais juste un coup de cou à toutes les personnes que j'ai croisées sur place et qui sont des auditeurs de On refait le Mac et qui sont venus me voir. Donc c'était super cool. Franchement, n'hésitez pas à le faire. Je pense parler pour mes collègues aussi. Quand vous nous reconnaissez, venez en fait parce que c'est trop cool de pouvoir échanger et de pouvoir s'ouvrir à d'autres personnes. Stéphane, ton coup de cœur cette semaine? Très rapidement, ça fait longtemps que je vous en ai pas proposé. Une petite série, Nobody Wants This. Ce sont des épisodes de 20 minutes, donc voilà, vous pouvez la consommer très rapidement. Et c'est l'histoire, entre autres, d'une podcasteuse qui rencontre l'amour de façon complètement inattendue, et c'est très drôle. Oui, c'est très drôle, c'est très frais. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. T'as aimé? Je l'ai binge-watché. Tu l'as bien aimé? J'ai bien aimé. Il y a une saison 2. Oui, c'est d'ailleurs, il y aurait donc une saison, allez voir, c'est très sympa. On n'en dit pas plus. Voilà. De mon côté, c'est un produit très sympa, c'est français et ça coûte pas cher du tout. C'est les nouveaux bracelets de la collection Band. Moi, j'aime beaucoup le bracelet silicone magnétique que je porte ici, d'Apple Watch, qui est en 46 ou 49 mm. La particularité, si vous regardez bien, c'est qu'il est magnétique. Alors, je vais l'enlever, clac, il se met et il se remet en 30 secondes et moi j'adore. Ça ressemble au principe du bracelet milanais, sauf que c'est évidemment une matière en caoutchouc, beaucoup plus légère, qui est beaucoup plus résistante également. Et tu peux nettoyer. Et que tu peux nettoyer. On a tous nos bandes. Voilà. Ça coûte 30 € seulement. Allez voir sur le site de bandband.com. Le bracelet silicone magnétique pour Apple Watch. Et moi j'ai pris le modèle 49 mm. Orange stellaire, regardez comme c'est joli, avec l'orange à l'intérieur, ils soignent les détails. C'est toute beauté avant que je rende mon Apple Watch à Apple, car c'est la fin de l'année. C'est la fin de ce 527e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci Stéphane, merci Laurent, merci à vous. Christophe, merci à toute l'équipe d'On refait le Mac en régie. Est-ce qu'on peut basculer? Est-ce que c'est prêt? Est-ce que merci vous avez Olivier. prévu? Merci à toi d'avoir veillé tard, parce que c'est une longue semaine avec tous les... Non, on n'est pas prêt. Ils ont veillé tard parce qu'on a eu une longue semaine avec toutes les annonces d'Apple. Bravo à eux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et également de cliquer sur les petits pouces. Ça fait, plutôt plaisir. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.